De retour dans l'Africa News, nos éditeurs Ali Gemal, Taleb et Gracien Rokindikiza sont toujours avec nous. Et un sommet de la communauté est-africaine s'est tenu ce lundi à Dar es Salaam en Tanzanie. L'objectif étant de trouver encore une fois des solutions à la crise burundaise. Ceci au moment où le Burundi se trouve dans l'impasse au niveau du dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir. On fait le point avec ce sujet de Lizelsi Akizimana. Un nouveau sommet de la communauté est-africaine sur la crise burundaise ce lundi 6 juillet 2015 à Dar es Salaam en Tanzanie. Il s'agit d'un troisième sommet en moins de 2 mois. Objectif, faire le point sur le sommet tenu le 31 mai dernier concernant la crise sociopolitique déclenchée depuis le 26 avril après l'annonce de la candidature pour un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. En pleine campagne pour l'élection présidentielle du 15 juillet, le chef de l'État n'a pas assisté à ce sommet. Il ne s'y rend pas. Lui, il a pris une autre trajectoire sous-estimée et le peuple burundais et le monde entier. Et un tel personnage mérite quoi, si ce n'est que justement les sanctions. En principe, un gouvernement ne crée pas de problème. Tout gouvernement est là pour amener des solutions qui sont posées à son peuple. Mais le nôtre, c'est un créateur de problèmes et non pas un pourvoyeur de solutions. Ce sommet de l'EAC a vu la participation de 2 présidents sur les 5 qui constituent la communauté est-africaine, le président tanzanien Jakaya Kikwete et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Les autres chefs d'État ont été représentés par des ministres. Sur le terrain, le dialogue est bloqué. Le CNDD-FDD, parti au pouvoir, a récusé dimanche le nouveau médiateur Abdoulaye Bathily, envoyé par les Nations Unies. Le parti CNDD-FDD informe qu'il retire toute sa confiance à ce représentant du secrétariat général de l'ONU et lui demande de déposer sa démission puisqu'il s'est récusé lui-même avant qu'il ne commence son boulot. Un argument que l'opposition rejette. On a été étonné d'une telle réaction, tout simplement parce que Bathily, il venait à peine de commencer son travail. Bathily, il a invité tout le monde. Certains sont présentés, d'autres ne se sont pas présentés. Donc l'argument selon lequel, voilà, Bathily a rencontré une partie, n'a pas rencontré l'autre partie, on ne sait pas ce qu'ils voulaient, donc leur argumentaire ne tient pas debout parce qu'ils avaient été invités comme d'autres. En attendant la sortie des résolutions du sommet de l'EAC de ce lundi, le gouvernement maintient le calendrier électoral. Le président Pierre Nkurunziza est en campagne pour la présidentielle du 15 juillet, une deuxième partie du processus électoral qui sera boycottée par l'opposition. Un troisième sommet, Gemal, on se souvient des précédents, on se souvient des recommandations qui n'ont pas été respectées par le pouvoir burundais. Quelle est l'utilité de ce sommet ? Non, l'utilité de ce sommet est réelle, que les pays voisins se préoccupent de la situation du Rwanda, du Burundi, pardon, c'est tout à fait normal. Et donc on ne peut pas reprocher à tous ces hommes d'État, dont certains sont absolument estimables au demeurant. Le président Kikwete est un grand démocrate et un grand homme, et donc il est tout à fait normal que cela se préoccupe donc de la situation au Burundi. La chose la plus inquiétante, elle n'est pas chez eux, elle est au Burundi lui-même. Elle est donc dans un autisme de plus en plus grand et un isolement dans lequel se met le président Nkurunziza, et c'est regrettable, mais c'est aussi la radicalisation excessive de l'opposition qui, elle, non plus ne veut pas beaucoup entendre. Et donc nous sommes aujourd'hui face à une situation très grave qui peut, hélas, se régler par les armes. Et c'est l'inquiétude que tous les pays réunis là ont, d'abord et par-dessus tout. Cette crise est partie de choses sérieuses, importantes, mais enfin, qui étaient gérables. C'est l'interprétation de la constitution d'un pays, à savoir est-ce que le président est capable de remplir pour un troisième mandat ou pas. La question est simple pour lui. Oui, je peux, parce que le premier, je n'ai pas été désigné dans les conditions que vous connaissez. Les autres disent non, les conditions étaient les bonnes, vous n'avez pas besoin d'y aller. On aurait pu régler ça autour d'une table. On aurait pu régler ça avec une interprétation plus indépendante de la constitution. On aurait pu régler ça tout simplement en acceptant ou pas la modification de la constitution. On a préféré autre chose. On est arrivé à la solution la plus dramatique sur le continent africain, sont les coups d'État militaires. Les coups d'État militaires sont un malheur avec lequel le continent africain doit s'arrêter à jamais. Parce qu'encore une fois, les coups d'État réussis donnent ça, les coups d'État qui ne réussissent pas donnent une guerre civile encore plus atroce. Et c'est ça qui m'inquiète. Enfin, les chefs d'État, je les comprends tout à fait. Malheureusement, ils sont impuissants. Alors, Gracien, on a vraiment l'impression aujourd'hui que la situation est bloquée. Est-ce que aujourd'hui le président Pierre Nkurunziza ou même l'opposition n'ont pas besoin de sanctions? Est-ce que la communauté d'Afrique de l'Est, même l'Union africaine, ne devrait-il pas prendre des sanctions fermes et être moins conciliant vis-à-vis des uns mais aussi des autres?
Oui, bon, je vais d'abord parler de ce que vient de dire Gemal. C'est qu'au niveau de la Constitution, je pense qu'il y a eu des experts, les procureurs généraux de pays de l'East Africa Community, qui ont analysé la Constitution burundaise, qui ont conclu que le président Nkurunziza n'a pas droit au 3e mandat. Et il faut dire qu'au Burundi, on parle d'interprétation de la Constitution. Surtout, la Constitution est basée... C'est toujours marqué, vu les accords d'Arusha. C'est basé... Gracien est devenu un juriste qui interprète les constitutions. Oui, c'est bien, Gracien. Non, c'est pas la Constitution, c'est basé sur les accords d'Arusha. Il y a des accords qui ont été négociés pendant 5 ans, des accords qui ont été signés. Il y avait même le président américain Clinton, il y avait beaucoup de présidents. Donc, ce sont surtout ces accords d'Arusha qui définissent la répartition des pouvoirs entre les ethnies. C'est toujours quelque chose à respecter compte tenu de ce qui s'est passé au Burundi. Donc sa candidature, selon vous, n'est pas légitime? Elle n'est pas légitime. Et aussi, les procureurs de la sous-région ont conclu que la candidature n'est pas légitime. Au niveau de l'Union africaine, ça a été bien dit. Alors, concernant les sanctions, oui, c'est vrai qu'on commence un peu les pays de l'East Africa Community, il y a un problème qui s'oppose parce que déjà, au niveau de ce sommet, il y a 2 présidents qui sont présentés sur 5. Le président burundais n'est pas parti. Le président rwandais, il n'est pas parti au sommet. Il se trouve maintenant en Turquie pour parler de son sujet favori sur la technologie numérique. Et le président kenyan n'a pas jugé bon de se déplacer. Or, on sait bien qu'il y a des positions qui divergent. Le président Museveni, déjà, qui est là depuis plusieurs mandats et d'ailleurs qui va encore se représenter, les gens pensait qu'il allait laisser son fils Mohozi se présenter, mais finalement c'est lui qui va se présenter. Et le président Kikwete qui change d'avis en fonction des jours, parce qu'au début il était opposé au 3e mandat. Il est venu le dire, il est allé le dire au président Nkurunziza, mais il y a aussi des divergences avec le Rwanda, comme le Rwanda est contre ce 3e mandat, donc du coup la Tanzanie a changé d'opposition. Concernant les sanctions, il faut dire, on sanctionne l'opposition. Pourquoi on sanctionne l'opposition? L'opposition n'a rien à faire dans cela, parce que l'opposition a toujours réclamé les négociations. Il n'y a pas eu de négociations, mais on ne négocie pas sur le 3e mandat, parce que déjà, les gens qui manifestent, ce n'étaient pas des gens des partis, c'est surtout la société civile. Or, il faut surtout les sanctions, doivent s'adresser au pouvoir pour au moins que, parce qu'il y a eu beaucoup de résolutions, lesquelles les résolutions n'ont pas été suivies. Donc, finalement, c'est lui qui pourrait être sanctionné, c'est celui qui respecte les choses. J'aime bien Gracien quand il est favorable à une situation et c'est pas plus mal. Non, Gracien, tu exagères un tout petit peu. Moi, je pense encore une fois, mais je ne pense pas forcément du bien du président Nkurunziza, mais je pense qu'il y a une situation explosive et qu'il fallait la régler autrement que parce que quoi on est arrivé. Quant à l'opposition, qui est tout à fait dans son rôle absolument légitime, mais que je respecte. Je considère, moi, qu'elle a été assez radicale sur ses prises de position à la fin pour arriver au débat. On ne vient pas au débat en posant des conditions. On vient au débat en sachant que tout est ouvert. Ils sont arrivés avec des conditions et ils les ont verrouillées. Messieurs, c'est un débat passionnant, mais on va devoir le clôturer puisque c'est l'heure de passer à la suite avec la Banque mondiale qui a accordé à l'Angola un appui financier de 650 millions de dollars après la chute de plus de 40% des cours du brut. Ce financement a pour but d'aider le 2e producteur de pétrole d'Afrique à stabiliser son économie. Birama Saonera. 650 millions de dollars, c'est le montant de l'appui financier que la Banque mondiale compte accorder à l'Angola. Objectif, aider le pays à stabiliser son économie fortement ébranlée par la chute des prix du pétrole. L'institution financière internationale versera à l'Angola un prêt de 450 millions de dollars et 200 millions de dollars de garantie. L'Angola en a vraiment besoin pour relancer son économie qui était pourtant parmi les économies du continent qui étaient en voie de modernisation en termes de construction des infrastructures et de modernisation des villes. C'est un prêt qui vient à point nommé qui apportera une bouffée d'oxygène à l'économie angolaise. Il s'agit de la première aide financière accordée par la Banque mondiale à l'Angola depuis 2010. Ces financements aidera le pays à mettre en œuvre des réformes économiques visant à accroître les recettes et à réduire les subventions au carburant. À cela s'ajoutent des mécanismes de renforcement des systèmes de gestion des investissements publics en Angola. Ce prêt va permettre à l'Angola de remonter la pente, mais il va falloir que l'Angola, à travers ce prêt, puisse résoudre un problème épineux sur son système économique et l'équilibre budgétaire. Deuxième producteur de pétrole sur le continent africain, l'Angola subit de plein fouet la chute du prix de l'or noir. Le budget de l'État pour l'exercice 2015 a été déjà réduit de 26%.
Les projets d'un nouvel aéroport, d'une raffinerie et d'un réseau de transport urbain ont été aussi reportés. Malgré ces mesures d'austérité, le déficit budgétaire devrait atteindre 7% du produit intérieur brut en 2015. Gratien, cette chute du cours du baril, on en a souvent parlé pour l'Algérie, pour le Nigeria, plus rarement pour l'Angola. Est-ce que le pays est prêt à faire face justement? Le pays devait être prêt à faire face parce que l'Angola, c'est un pays qui a le pétrole depuis un bon moment, un pays qui a beaucoup gaspillé, disons, une partie de son argent pour autre chose, même des choses de luxe. Par exemple, je peux vous dire qu'en Angola, un député gagne environ presque 10 000 $. Et on se retrouve pratiquement à voyager avec, j'ai un ami qui était député, à voyager avec un billet d'avion d'Angola pour aller en Europe à 8 000 €. 8 000. Donc c'est ce qui fait que vraiment, il y a un gaspillage de ce qui se fait. Et l'Angola n'a pas investi, que ce soit au niveau de la formation, pour que les jeunes se forment et du travail. L'Angola n'a pas beaucoup investi au niveau de l'agriculture, n'a pas investi dans beaucoup de choses. C'est un pays qui s'est contenté, surtout la classe politique proche du pouvoir s'est contentée, disons, de cet argent qui rentrait facilement. Et aujourd'hui, on se retrouve à demander à la Banque mondiale des financements, des montants que l'Angola pouvait avoir. Et aussi, on se retrouve avec un pays, une inflation qui dévore complètement la croissance. Ils sont environ à 3 combien de croissance, une inflation de 9%, donc ce qui fait que ça pénalise beaucoup les Angolais. Et voilà un pays qui a eu de l'argent, qui a gaspillé, qui n'a pas pu anticiper les problèmes qui pourraient se passer. Oui, puisque Gemal, rappelons-le, l'Angola prévoit également d'emprunter 25 milliards de dollars pour combler ce déficit budgétaire. N'a-t-il pas un risque d'endettement? C'est un pays qui était déjà très endetté pendant la guerre, c'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène nouveau pour l'Angola. Le continent africain, ou du moins l'Europe, a inventé un système, les Africains l'ont mis en place, ce qu'on appelle les critères de Maastricht, les 3% du déficit et le 100% de l'endettement par rapport au PNB. Les pays africains en général l'ont mis en place, sauf l'Angola. Sauf l'Angola parce que c'est un pays maudit, c'est un pays maudit par le pétrole. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de beaucoup d'autres pays qui ont tout pour être de grands pays. Une population jeune, un taux de croissance important, une pluviométrie respectable, des ressources naturelles importantes, une possibilité de diversifier une économie à un niveau très important, et pourtant rien de cela n'a été fait. Ils sont devenus, l'Angola donc est devenu un pays, est resté un pays rentier et il vit de la rente. Et quand la rente ne fonctionne pas bien, recours à l'emprunt. Ce sont les choses les plus faciles et donc ça hypothèque les ressources du pays pour les années d'avenir. Ça, c'est regrettable et c'est, de mon point de vue, la plus mauvaise gestion qu'un pays est capable de faire. Et ça, c'est triste. Cela dit, Gratien a un jugement assez sévère. C'est une population qui a une classe moyenne sans doute parmi la plus importante du continent africain. C'est un pays qui a un taux de croissance très élevé dû à la consommation intérieure. C'est aussi un pays qui est un vrai dragon économique et qui diversifie de plus en plus. Il le fait tardivement, mais il le fait quand même. Oui, Gratien. Un dragon économique, d'autant plus que quand il y avait les cours du pétrole qui montaient, ils ont eu beaucoup de pétrole d'offshore. Mais ce n'est pas un dragon vraiment dans le sens de la production pour vendre. Non, c'est un dragon dans le sens où il y a une classe moyenne importante qui consomme beaucoup et qui crée. C'est un pays qui a formé énormément d'ingénieurs ces 20 dernières années. Ce n'est pas vrai, c'est plus que ça. Et là, tu es sévère avec le... Non, au niveau de la formation, si le pays forme des ingénieurs. C'est la dit. Surtout à l'étranger, oui. C'est la dit, je pense que Gratien a raison. L'endettement n'est pas une solution. Et encore une fois, hypothéquer les générations futures n'est pas la meilleure solution, surtout que c'est pour combler le budget de l'État. Donc, acheter la paix sociale, c'est triste. Merci, Gemal, d'avoir été avec nous. Merci, Amira, c'est un plaisir. Merci à vous également, Gratien. Merci, Amira. Bonsoir à tous. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa News, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine spéciale Rwanda. À très vite.